Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un très grand mot, un concept qui est au cœur de notre programme de philosophie, la liberté. Quand on dit liberté, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, ce sont des images très fortes, vous savez, peut-être les foules sur la place Tahrir en Égypte qui réclament un changement, ou alors cette photo incroyable de ce soldat d'Allemagne de l'Est qui saute par-dessus les barbelés du mur de Berlin pour choisir son destin. Tous ces moments, ils nous parlent d'une quête universelle, d'un désir profond de s'émanciper. Mais voilà, cette quête si belle, elle pose une question philosophique absolument centrale qui sera notre problématique du jour. À quel prix sommes-nous libres? Pour essayer d'y voir plus clair, on va suivre un plan. On va d'abord se demander ce qu'on échange, ce qu'on gagne et ce qu'on perd quand on décide de vivre en société. Ensuite, on se posera la question de savoir si cette liberté est bien la même pour tous. Et enfin, on ira voir les obstacles qui sont peut-être à l'intérieur de nous avant de voir comment la philosophie nous donne des outils pour peut-être reconquérir cette liberté. Et on commence fort, direct dans le vif du sujet, avec une idée de Spinoza qui vient tout bousculer. Et si ce sentiment, si précieux d'être libre, n'était en fait qu'une illusion? Si c'était juste le résultat d'une ignorance, le fait qu'on ne connaisse pas les vraies raisons qui nous poussent à agir? C'est une pensée assez vertigineuse, vous en conviendrez, et elle va nous forcer à tout remettre en question. Allez, première partie. Commençons par la première contrainte, la plus évidente. À une liberté totale, le simple fait de devoir vivre avec les autres. Pour qu'une société fonctionne, est-ce qu'on est obligé de sacrifier un bout de notre liberté? Pour penser ça, un auteur est incontournable, Jean-Jacques Rousseau. Il nous propose une distinction vraiment fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la liberté naturelle. C'est un peu l'état de nature, la loi du plus fort. J'ai le droit de faire tout ce que je veux, et ma seule limite, c'est ma propre force. De l'autre côté, il y a la liberté civile. C'est celle qu'on obtient en société. Une liberté qui est encadrée par des lois communes. C'est un échange, un pacte. Et ce deal, en quelque sorte, Rousseau l'appelle le contrat social. L'idée est assez simple, au fond. Chacun accepte de renoncer à son droit illimité sur tout, et en échange, on reçoit la sécurité, la protection de nos biens et une justice qui est la même pour tout le monde. La formule, c'est « on perd le droit de tout prendre, mais on gagne la garantie de ne pas tout perdre ». Mais attention, Rousseau va encore plus loin, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le gain n'est pas seulement sécuritaire. En obéissant à des lois que l'on a soi-même contribué à créer en tant que citoyen, on s'arrache à la tyrannie de nos propres pulsions, de nos instincts. On devient en fait maître de soi-même. Et ça, il appelle ça la liberté morale. Et c'est peut-être ça la forme la plus haute de la liberté. D'accord, la loi nous rend plus libres en nous protégeant. C'est une belle idée. Mais est-ce que cette liberté, elle est vraiment accessible de la même façon pour tout le monde? Ça, c'est l'objet de notre deuxième partie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté dans un monde qui est marqué par de profondes inégalités? Pour y réfléchir, faisons un bond dans le temps, bien avant Rousseau, avec le penseur romain Cicéron. Écoutez bien cette phrase, elle est d'une puissance redoutable. Pour lui, le vrai sujet, ce n'est pas d'avoir un chef juste ou bienveillant. La vraie liberté, c'est de n'être soumis à la volonté de personne. C'est de n'avoir aucun maître. Et Cicéron nous alerte, la liberté peut vite devenir un mot vide de sens. Quand l'argent ou le nom de famille détermine qui a le pouvoir de décider, quand la pauvreté empêche de participer à la vie de la cité, alors la liberté n'est qu'une façade. C'est toute la différence, et elle est immense, entre être libre en droit, sur le papier, et l'être en fait, dans la réalité de tous les jours. Et cette idée, bien sûr, on la retrouve tout au long de l'histoire. Les combats pour les droits civiques, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Pensez à des figures comme Olympe de Gouges, qui rédige la Déclaration des droits de la femme pendant la Révolution française. Tout ça, ça nous montre une chose essentielle. La liberté, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un cadeau. C'est une conquête permanente contre les discriminations. On avance. On arrive maintenant à notre troisième partie, et peut-être la plus troublante. On retourne à notre point de départ, à Spinoza. Et si les chaînes les plus solides, ce n'étaient pas les lois, ni les inégalités, mais des forces invisibles, à l'intérieur de nous qui orientent nos choix sans même qu'on s'en rende compte? C'est la grande question du déterminisme. Pour nous faire comprendre son idée, Spinoza utilise une expérience de pensée absolument géniale. Imaginez une pierre qu'on lance, son mouvement est entièrement déterminé par des causes extérieures. La force de la main, la gravité, etc. Maintenant, imaginez que cette pierre, en plein vol, devienne tout à coup consciente. Consciente de sa trajectoire, mais complètement ignorante de la main qui l'a lancée. Que se dirait-elle? Eh bien, elle se dirait « je vole et c'est moi qui décide de voler ». La conclusion de Spinoza est implacable. Nous sommes comme cette pierre. On est conscient de nos désirs, de nos choix, et on appelle ça notre libre arbitre. Mais on est complètement ignorant de l'immense chaîne de causes et d'effets qui a produit ces désirs en nous. Notre sentiment de liberté ne serait donc que ça, l'ignorance des causes qui nous déterminent. Au XXe siècle, un sociologue, Pierre Bourdieu, a donné un nom très concret à ces causes qui nous déterminent, l'habitus.
L'habitus, c'est quoi? C'est une sorte de système de disposition, un programme social qui s'installe en nous à travers notre éducation, notre milieu social, notre histoire. Et ce programme va guider nos goûts, nos choix, nos ambitions, le plus souvent de manière totalement inconsciente. Cet habitus, il fonctionne un peu comme un filtre. Il ne nous force pas à faire tel ou tel choix, mais il délimite le terrain de jeu. Il dessine le champ des possibles. Il crée ce que Bourdieu appelle des horizons bouchés. Certaines voies nous semblent naturelles, évidentes, alors que d'autres nous sont tout simplement impensables. Notre liberté serait donc enfermée dans les frontières de notre condition sociale. Bon, face à ce double déterminisme, philosophique avec Spinoza et sociologique avec Bourdieu, on pourrait se dire que c'est fini. Game over pour la liberté. Mais un courant philosophique va se dresser contre cette fatalité. Il va proposer une réplique puissante. C'est la réponse existentialiste. Et cette réponse, elle claque en 3 mots dans une formule radicale de Jean-Paul Sartre, l'homme est liberté. Remarquez bien la nuance. Sartre ne dit pas que l'homme a de la liberté, comme on possède un objet qu'on pourrait perdre. Non, il dit qu'il est liberté. C'est sa nature même, sa condition. Mais comment est-ce possible après tout ce qu'on vient de dire? Pour Sartre, l'erreur est de penser que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Bien sûr que les contraintes existent, notre corps, notre passé, notre situation sociale, tout ça Sartre l'appelle la situation. Mais la liberté, la vraie, c'est le pouvoir que l'on a toujours de choisir le sens que l'on donne à cette situation. C'est de choisir ce qu'on en fait. Et ça nous mène à son célèbre paradoxe. Nous sommes condamnés à être libres. Condamnés, oui, parce que nous n'avons pas choisi d'exister. Nous sommes jetés là, dans le monde. Mais une fois qu'on est là, impossible d'échapper au choix. Même le fait de ne pas choisir, c'est encore un choix. Et cette liberté est totale, mais elle vient avec un poids immense, la responsabilité absolue de ce que nous faisons de notre vie. Alors, que retenir de tout ce parcours? On a vu la liberté comme un contrat, comme un combat pour l'égalité, comme une possible illusion, et enfin comme une condition inévitable de l'existence. Essayons de synthétiser un peu tout ça pour y voir plus clair. On peut retenir, pour une dissertation par exemple, au moins 3 grandes conceptions. D'abord, la liberté naturelle de Rousseau, une liberté un peu sauvage et sans limite. Ensuite, la liberté civile, celle de la loi et de la sécurité, qu'on trouve chez Rousseau mais aussi chez Cicéron. Et enfin, la liberté existentielle de Sartre, qui n'est pas une absence de contraintes, mais au contraire, la nécessité de toujours choisir ce que l'on fait de ces contraintes. Et tout ça, ça nous amène à notre conclusion. Et à une dernière question en guise d'ouverture. Et si la liberté, au fond, ce n'était pas vraiment un état, quelque chose que l'on possède une bonne fois pour toutes? Si c'était plutôt une conquête, une lutte permanente à la fois contre les obstacles extérieurs, mais aussi et peut-être surtout contre nos propres déterminismes, pour affirmer à chaque instant notre capacité à choisir. Cette conquête de la liberté, elle passe aussi par la conquête du savoir et de la pensée. Si cette exploration vous a intéressé, si elle vous a donné matière à réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour qu'on puisse continuer à questionner le monde ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.